Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. RTNC, le journal. Aux soins, des informations et prévention autour du cancer du sein. Ce 19 octobre est une occasion pour sensibiliser les mondes sur les cancers du sein, sa prévention et l'importance de la mammographie. Dans ce journal, nous vous proposons les grands reportages relatifs. La musique classique Made in Congo à l'honneur, tribune offerte aux jeunes talents congolais aux côtés de l'orchestre symphonique Kimbangiste à suivre dans ce journal magazine. D'abord, place à l'actualité. Longtemps considéré comme un rêve lointain, le retour du trafic voyageur sur l'axe Kinshasa-Matadi est désormais une réalité. Le premier train express a quitté la gare centrale ce matin, marquant une étape importante dans la relance du transport ferroviaire en République démocratique du Congo. Suivez. Ils étaient une soixantaine de personnes, jeunes et vieux, hommes et femmes, venus tous des quatre coins de la ville-province Kinshasa, à prendre d'assaut les installations de la gare centrale tôt dans la matinée de ce samedi 18 octobre 2025. Ils, ce sont les premiers clients de l'Office national de transport à effectuer les voyages ferroviaires inaugural Kinshasa-Matadi et vice-versa à bord du train express. Engin que le chef de l'État et le gouvernement avaient doté à cette entreprise du portefeuille de l'État. Belle opportunité pour la direction générale de l'ONATRA de remercier les autorités politiques compétentes pour cet accompagnement et surtout de rassurer les usagers ferroviaires congolais quant aux meilleures et maximales conditions de voyage à bord de ces nouveaux engins. La volonté du chef de l'État et du gouvernement est en train de se matérialiser puisqu'ils seront servis d'une manière progressive en transport, non seulement pour les voyageurs, mais aussi pour les marchandises en Matadi désormais. Nous ne disons pas que la voie est encore très sûre, parce qu'il y a encore des travaux pour supprimer quelques ralentissements sur le chemin. Mais le gouvernement est réellement décidé à améliorer les conditions de mobilité des Congolais. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de consolider ce que nous avons vu là. Il reste encore des travaux sur la voie. Et nous sommes en train de faire ça. Et que nous le faisons, vous allez voir que la durée du voyage sera sensiblement réduite. Là, parce que le pardon à vitesse réduite, compte tenu de ces ralentissements qui sont sur la voie. Il convient de souligner que le trafic voyageur sur l'axe ferroviaire Kinshasa-Matadi et vice-versa à bord du train express aura 2 vacations hebdomadaires. À Kinshasa, les inondations récurrentes trouvent souvent leur origine dans l'obstruction des caniveaux par des déchets plastiques et autres ordures. L'avenue Kabinda, pourtant réhabilitée récemment, n'échappe pas à ces fléaux. Au croisement des avenues Kabinda et Huileri, ces caniveaux sont bouchés et les riverains pointés du doigt par leur incivisme, nous rapporte Iverson Kaboba et Pati Tondongo qui étaient sur les terrains. Les bouteilles en plastique, comme d'autres immondices déversés dans les caniveaux, sont souvent à la base des inondations, car elles empêchent un bon écoulement des eaux. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, sur son tronçon Mouchi-Huileri, qui, après plusieurs mois de délabrement, vient d'être réhabilité et ouvert au trafic il y a à peine 2 semaines. Mais hélas, bien que des efforts considérables ont été fournis de la part des autorités pour bétonner cette avenue, la population riveraine, comme les marchands, déversent des immondices dans les collecteurs curés avec insouciance. Je demanderai à l'État de mettre tous les moyens pour évacuer à temps les immondices. Quand l'État ne le fait pas, la population profite. Elle jette des immondices dans les caniveaux. Quant à la population, elle doit prendre conscience que les caniveaux, ce n'est pas une poubelle. On ne jette pas les immondices dans les caniveaux. Et si vous avez des immondices, je vois là. Mais donc vous gardez ça quelque part et puis il y a des possibilités qui passent. Tout ça, vous donnez ça aux possibilités pour aller jeter ça à la place où convenue. Si pour certains, la responsabilité est partagée, pour d'autres, par contre,
la faute revient à la population riveraine. Ces immondices proviennent à partir de l'avenue Mouchi et du quartier Beauvant. Et pourtant, il y a un monsieur qui fait les travaux d'assainissement tous les samedis. Avec les retours de la dame pluie, il y a lieu d'interpeller les consciences, car non seulement l'eau est l'ennemi de la chaussée, les caniveaux bouchés sont à la base des inondations qui peuvent s'avérer fatales. La modernisation de la prison centrale de Mbandaka, on en parle dans ce journal. Le gouverneur Bobo Boloko Bolungu a procédé à la pose de la première pierre. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives, civiles et militaires de la province de l'Équateur. Suivez. Plusieurs autorités politico-administratives, tant civiles, militaires que policières, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Dans son allocution, le chef de division de la justice, Pierre Mpoentibo, a de prime abord salué la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de rénover les prisons à travers la RDC, avant de louer le sens managérial du gouverneur de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, qui ne ménage aucun effort pour la construction de cette infrastructure moderne qui sera construite aux standards internationaux. Il n'a pas manqué d'en appeler à la conscience des ayants droit du village Lunifa à s'approprier cet ouvrage qui sera érigé dans leur entité. Pour sa part, le chef de la mission de contrôle Crench, Fumi Kakayawili, a exprimé le vœu de voir la construction de ce centre pénitentiaire moderne se terminer dans le délai imparti et à la satisfaction de tous. Le chef de projet SCBG, Patrick Kwete, a procédé à la présentation de l'ouvrage qui sera construit sur une surface de 20 hectares pour une durée de travaux de 2 ans. Cette cérémonie de haute portée a été sanctionnée par la pose de la première pierre effectuée par le premier citoyen de la province de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo. Ce journal, la première ministre Judith Suminwa Tshilombo a pris part ce samedi au concert exceptionnel de l'orchestre symphonique kimbangiste organisé au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale en plein cœur de Kinshasa. Cet événement a célébré les grands airs d'opéra et mis en avant les talents des jeunes Congolais. Reportage Emmanuela Commissaire et Pompomba et Djoko. Le Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale à Kinshasa s'est transformé en un véritable temple de la musique classique. Un univers inattendu qui a conquis le cœur porté par le talent d'artistes congolais formés ici au pays. À la baguette, l'orchestre symphonique kimbangiste OSK, une formation unique au monde fondée par Armand Diangenda, petit-fils du prophète Simon Kimbangu. L'OSK est né sans aucun soutien extérieur, un pari audacieux devenu aujourd'hui l'un des symboles le plus fort de l'excellence culturelle congolaise. Parmi les invités de marque, la première ministre Judith Suminwa Tshilombo. Elle est venue saluer le génie de ce musicien et réaffirmer la place essentielle de la culture dans son programme gouvernemental. Sur scène, de jeunes voix lyriques issues de l'atelier de Kinshasa, accompagnées et encadrées par la base congolaise des renommées internationales Blaise Malaba, une génération montante formée dans l'exigence et la passion du chant classique. Pour le chef du gouvernement, investir dans cette filière artistique, c'est bâtir une autre image du Congo, un pays créatif, discipliné et résolument tourné vers le monde. Sous des applaudissements nourris, l'orchestre symphonique kimbangiste rappelle que la musique ici, c'est bien plus qu'un art. C'est un levier de cohésion sociale, des rayonnements culturels et des fiertés nationales. Des
petit journal, d'abord la rétrospective de l'actualité. 5 ambassadeurs respectivement d'Algérie, des Suisses, des Norvèges et des Namibie, et puis celui du Sénégal, ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En début de semaine, le chef de l'État a assisté à Brazzaville aux funérailles d'un proche parent de son homologue de la République du Congo. Le résumé avec Pierre Kibambe Soumeissa. Alain Roger Koumou Obambi, proche parent du président de la République du Congo, n'est plus. Il est décédé le 25 septembre dernier. En un geste fort de solidarité et de fraternité, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué la traversée du majestueux fleuve Congo le mardi 14 octobre pour assister aux funérailles de l'illustre disparu. Aussitôt après son arrivée, le chef de l'État est allé s'incliner devant la dépouille du défunt à sa résidence de Mpila. Il a présenté ses condoléances à son homologue Denis Sassou Nguesso, doublement affecté par la disparition d'un proche parent et d'un opérateur économique de renom responsable de la firme All Trading Engineering. Du palais présidentiel en passant par la résidence de feu Alain Roger Koumou dans le quartier Mpila jusqu'à la messe dans la basilique Sainte-Anne de Brazzaville, le président de la République a participé à toutes les étapes de la cérémonie funéraire. 5 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et pleins de potentiel respectivement d'Algérie, de Suisse, de Norvège, de Namibie et de Sénégal ont présenté tour à tour le jeudi 16 octobre 2025 leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reçu le premier, le nouvel ambassadeur d'Algérie, Nassim Gawaou, est détenteur d'une licence en sciences économiques. Avant son accréditation RDC, le diplomate algérien était ambassadeur, représentant permanent adjoint de son pays près les Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Léo Tremblay est le nouvel ambassadeur de Suisse à RDC. Il a assumé les fonctions de chef de mission adjoint chargé des relations avec la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, Sierra Leone et le Libéria. La Norvège est représentée en République démocratique du Congo par l'ambassadeur John Kluman, détenteur d'un master en sciences politiques. Le diplomate norvégien a exercé les fonctions notamment de secrétaire d'ambassade de son pays à Kaboul, en Afghanistan, entretenant d'excellentes relations d'amitié avec la République démocratique du Congo. La Norvège est parmi les pays qui ont soutenu la candidature de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le diplomate Sipapela Clétus a présenté ses lettres de créance au président de la République en qualité d'ambassadeur de Namibie. Les relations bilatérales d'amitié et de coopération dans divers domaines entre la RDC et la Namibie sont au beau fixe. C'était enfin au tour du nouvel ambassadeur du Sénégal, Abdoulaye Bathily, d'être reçu par le président de la République. Il a été secrétaire intérimaire des organisations internationales et de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. La question congolaise va figurer en bonne position à l'ordre du jour de l'Assemblée de l'Union interparlementaire qui se tiendra du 19 au 23 octobre à Genève, en Suisse. L'annonce a été faite au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par le président du Sénat Sama Lukonde, reçu le vendredi à la Cité de l'Union africaine. Le président de la Chambre haute du Parlement a reçu dernièrement le secrétaire général de l'UIP qui a séjourné à Kinshasa dans le cadre de bons offices. Le président du Sénat était aussi venu informer le chef de l'État de la tenue du 18 au 22 novembre prochain à Kinshasa de la 47e conférence des présidents des parlements de l'Union parlementaire africaine et de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Conformément à la loi, la Cour de cassation a organisé son audience solennelle de la rentrée judiciaire 2025-2026 au Palais du Peuple en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême. Le bâtonnier national a, dans son intervention, plaidé notamment pour la suppression de la procédure spéciale de prise à partie du droit judiciaire. Seul le régime disciplinaire convient aux magistrats car il est en harmonie avec le code de conduite de l'agent public en droit congolais et peut garantir la moralité de ceux qui disent le droit, a indiqué le bâtonnier national, précisant que tout manquement par un magistrat constitue une faute disciplinaire et est traité par une chambre du Conseil supérieur de la magistrature.
Près de 60 ateliers de menuiserie, 6 maisons d'habitation sont allées en fumée, complètement détruites par un incendie dévastateur au quartier d'Elvaux dans la commune d'Engalema. Compatissant avec les victimes de cette catastrophe survenue dans la nuit du 11 et 12 octobre dernier, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu dans ce quartier où il a échangé avec les représentants des sinistrés. Toujours proche de sa population, le chef de l'État a soumis la question à une étude approfondie afin que notamment que pareils sinistres ne se reproduisent. Éliminatoire mondial 2026, la République démocratique du Congo a arraché sa qualification de match de barrage de la Coupe du Monde en battant le Soudan. Très motivé et encouragé par le premier sportif du pays, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les léopards de la RDC ont eu raison des crocodiles du Soudan par un score de 1-0. Du haut de la tribune d'honneur du stade de Martyrs, le chef de l'État a suivi cette rencontre comptant pour la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026. D'une belle frappe, Théo Bongonda a abattu le dernier rempart soudanais. Grâce à cette victoire, la RDC s'est rangée parmi les 4 barragistes du continent africain qui s'affronteront dès le mois de novembre prochain au Maroc. De fait, le jeudi dernier, lors d'une tentative de braquage contre une agence de la Robank située au rond-point Victoire dans la commune de Kassavoubou, les forces de sécurité ont déjoué des coups. Une arrestation a été signalée, pas de victimes et les investigations ont été diligentées. L'appréciation du Front congolais défraie la chronique des stratégies mises en place par les autorités pour arrêter l'hémorragie de la spéculation due à la hausse de la monnaie locale face au dollar américain. D'autres sujets qui ont marqué l'actualité au cours de la semaine se trouvent dans cette synthèse signée Yann Balaka. La semaine qui s'est achevée est restée marquée par une actualité aussi abondante que spectaculaire, aux allures d'une fiction hollywoodienne. Un braquage a tourné court à la Robank. Les assaillants ont été maîtrisés, les otages libérés grâce à l'intervention des forces de sécurité. La récente appréciation du franc congolais face au dollar américain suscite des réactions contrastées. Entre taux officiels et spéculations sur les terrains, l'écart reste important et les prix ne suivent pas la même tendance. Transport en commun, biens de première nécessité, la population attend la baisse des prix. Le comité de suivi des prix des produits pétroliers procédé du 7 au 10 octobre 2025 à la certification de pertes et manques à gagner des sociétés pétrolières opérant en République démocratique du Congo pour les 2 premiers trimestres T1 et T2 de l'année 2025. Ces travaux, menés au sein du ministère de l'économie nationale sous la direction du secrétaire général Kuti, ont abouti à la signature du procès verbal après validation d'un montant total de 15 millions de dollars américains. Ouverture de la première édition du Forum économique d'investissement RDC-États-Unis, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a pris part à ces assises en représentation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Une initiative qui s'inscrit dans une volonté claire de repositionner la RDC dans l'agenda économique et d'attirer les investisseurs américains vers un marché de près de 100 millions de consommateurs. Annoncée comme une solution pour désengorger la circulation, la régulation mixte entre FARDC et police nationale peine à se matérialiser sur certains axes de Kinshasa, laissant place à des scènes de désordre routier. La présence de ces tandems est très timide. Pour finir, Mobutu Sese Seko, ancien président de la RDC, ressuscite au musée national à travers une exposition photographique. Des clichés rares et autres symboles de pouvoir utilisés par le maréchal comme des cannes et chaises sont exposés et laisseront jusqu'au 30 octobre. Une exposition qui met en lumière les coulisses du degré de Mobutu. Le 19 octobre de chaque année est consacré à la journée de la lutte contre les cancers du sein. Le Octobre Rose s'invite. Sauver des vies et prévenir les cancers du sein sont possibles. Et pour y arriver, la population est appelée à faire le dépistage précoce et à apporter
une assistance aux personnes atteintes. Le grand reportage de ce journal magazine revient sur les facteurs de risque de cette forme de cancer fréquent chez les femmes et l'importance de la mammographie. Et l'Institut Senda et Patrick Charles nous en parlent. Le cancer du sein est aujourd'hui le plus fréquent chez les femmes. Selon certaines études locales, il représente environ 13,7% des cas de cancer recensés dans les pays. En 2020, il a causé 3407 décès, soit 0,52% de la mortalité nationale. Les facteurs de risque sont nombreux. Parmi eux, une ménopause tardive après 55 ans et les premières règles précoces entre 10 et 11 ans. Le cancer du sein n'est pas une maladie transmissible ou une maladie infectieuse, mais c'est une maladie multifactorielle. Donc il a plusieurs facteurs de risque. Le fait simplement d'être femme, le sexe féminin est déjà un facteur de risque. 0,5 à 1% des hommes qui sont concernés. L'alcool est un facteur de risque de cancer du sein. Les radiations ionisantes, les femmes qui travaillent dans des unités de radiologie, les antécédents familiaux de cancer du sein. La possibilité, le fait d'avoir eu très peu d'enfants ou pas d'enfants, est un facteur de risque. Le fait d'avoir eu son premier enfant, sa première maternité au-delà de 35 ans, est un facteur de risque de cancer du sein et ne pas avoir allaité. Signe d'alerte à ne pas négliger, masse palpable dans les seins, aspect des peaux d'orange, modification de la taille ou de la forme, écoulement anormal du mamelon. Le dépistage précoce demeure l'arme la plus efficace. Il est considéré comme la référence en complément de l'autopalpation. Quels sont les signes d'alerte sur le cancer du sein? Nous avons les nodules, des fatigues incessantes, de perte de poids inexpliquée, des changements de la voix, la modification de la forme du sein. Cette femme d'une cinquantaine d'années vit avec un cancer du sein depuis près de 2 ans. Faute de moyens, elle n'a pu suivre qu'une seule séance de chimiothérapie. Témoignage souligne l'urgence d'un accompagnement global, psychologique, médical et financier. Car au-delà du patient, c'est toute la famille qui en souffre. D'où le plaidoyer pour un accès équitable aux soins. Il est essentiel que toutes les femmes, sans distinction, puissent bénéficier d'une formation claire et des services de santé adaptés. Nous devons faire la mutualisation des efforts, des forces, pour passer l'information. Même des bouches à l'oreille, parce que les femmes ont aussi un problème. Elles ne suivent pas tellement les informations, que ce soit à la radio ou à la télévision. Mais si nous mettons bouche à bouche, les femmes seront informées. Et maintenant, c'est à partir de ça que nous allons demander aux experts de la santé et même de la santé publique, des psychologues, de donner l'information aux femmes. Parce que la prise en charge coûte tellement cher. Et avec cette information, on peut détecter les cancers tôt pour que ça ne puisse pas appauvrir la famille. J'ai vécu à côté d'une famille qui a été vraiment appauvrie, et même les témoignages que nous avons suivis tantôt à Kassanguru, ils vivent dans des conditions inhumaines simplement parce que la prise en charge a appauvri la famille. Et de là, moi je crois que son excellence Madame la ministre, et comme membre du gouvernement, devra organiser un plaidoyer pour une prise en charge par le gouvernement. La mise en place d'un registre national du cancer est jugée cruciale. Il permettrait, selon les professionnels de santé, une meilleure compréhension de la maladie et l'élaboration des stratégies de prévention et des traitements adaptés à la réalité congolaise. La baisse du taux d'échange en République démocratique du Congo. Depuis quelques jours, l'euro-dollar semble avoir été vaincu. Son piédestal est sérieusement ébranlé selon la Banque centrale du Congo. Une chute inéluctable qui surprend et inquiète en même temps. Le taux du dollar est fixé par la Banque centrale du Congo, autorité monétaire du pays. Il se trouve qu'elle a des concurrents illégaux, des cambistes, qui sans vergogne fixent leur taux, truand allègrement le paisible citoyen. Il était un peu plus de 2300 pour $1 hier, selon la Banque centrale. Les cambistes, eux, changeaient à 1900 au mépris du communiqué de l'autorité monétaire. Il est à 2250 ce mardi à la Banque centrale du Congo, alors que la rue change à 1850. Pour des matières aussi délicates, doit-on laisser la charge entre les mains des cambistes? Comment un indicateur aussi important du cadre macroéconomique qu'est le taux d'échange peut être régulé par des individus incontrôlés? L'heure n'est-elle pas venue où la Banque centrale du Congo devrait disséminer des bureaux d'échange à travers les grandes places de Kinshasa d'abord
et des grandes villes du pays ensuite. Comme ça, le paisible citoyen aura le choix. Des questions auxquelles les réponses sont urgemment attendues. Un élément inquiétant reste le prix sur les marchés. La baisse du prix des biens sur les marchés ne suit pas la baisse du taux de dollar. Hier, 10 $ au taux de 2800 le dollar valaient 9 litres d'essence. Aujourd'hui, ils ne valent plus que 6 litres. C'est à titre illustratif. Les transports en commun restent statiques. Les motocyclistes n'ont pas bronché. L'urgence, c'est donc faire correspondre les prix avec la baisse du taux du dollar. Le ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a bouclé ses différentes visites effectuées dans la province de la Mongala. La ville de Lissala a constitué la dernière étape de cette visite qui s'inscrit dans une dynamique de la diversification de l'économie à travers le pays. Rodépanda nous en parle. Le vice-premier ministre de l'économie nationale a commencé sa visite à Lissala dans la matinée à partir du port de l'Onatra créé en 1921, mais qui se meurt. Au fil du temps, sans bateaux publics, les bateaux privés sont rares à cause de la multiplicité des taxes. Dans l'un des entrepôts, un élévateur réceptionné tout neuf, mais tombé en panne faute des manques d'utilisation provoqués par l'absence de quais adéquats. Après le port, Daniel Mukoko Samba est descendu au marché central de la ville. Il a constaté la baisse des prix de certaines denrées, tout en procédant à l'achat de quelques articles, en écoutant aussi les doléances des commerçants. Les parcs à bois de manioc de Lissala appartenant à un agriculteur privé sous l'encadrement du service national des semences était le point de chute de cette ronde économique. Ce site d'agri-multiplicateur de 6 hectares avec la variété du manioc Obama capable de produire des boutures pour en blaver 100 hectares était le point culminant de la visite. Satisfaction de l'inspecteur provincial de l'agriculture pour cette visite surprise du ministre de l'économie. Un ministre de l'économie nationale dans les champs des producteurs. Une surprise. Hier, on a été à Bouba, on a plaidé pour les riz et nous avons des réponses positives par rapport à son engagement et la synergie qu'il a proposé à travailler avec l'agriculture et sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes à Lissala. On lui a fait voir les maniocs. Pour nous, nous avons tout espoir de voir une autorité comme ça dans les champs. Ce n'est pas pour rien. Il a une vision. Plein d'espoir. L'entretien avec la FEC et la société civile de Lissala, très riche en informations, a bouclé cette journée de travail du VPM Mukoko Samba dans la ville de Lissala, province de la Mongala. Une nouvelle organisation engagée dans les actions citoyennes en faveur du développement social, Fobico, a vu le jour. L'enjeu est de mobiliser la jeunesse quinoise autour d'un idéal commun, nous rapportent Joséphine Yono et Eurydice Kitutu. La jeunesse congolaise au cœur du développement de la RDC, en lançant les activités de la Fondation pour le bien-être collectif de la RDC, son initiateur a ciblé la jeunesse congolaise pour l'impliquer à relever le défi dans les différents secteurs de la vie. Fobico concourt à l'amélioration de la gouvernance en RDC qui est la clé de voûte du bien-être collectif en RDC. Et donc Fobico propose un paradigme de développement qui va permettre à la RDC finalement de se mettre sur l'orbite du développement. Et ces paradigmes, c'est des paradigmes centrés sur l'humain et ancrés dans le respect de l'état de droit, la garantie de la paix, de la justice sociale et surtout la protection des droits fondamentaux, en commençant par les droits d'identité. Fobico vise l'épanouissement socio-économique de chaque Congolais dans une perspective collective. Et pour ce faire, la jeunesse congolaise doit être au centre de la transformation de notre pays, qui est conçue désormais la Fobico. Fondée en 2020, la Fondation Fobico vise à unir les Congolais autour d'une cause noble. Pour réveiller les consciences, des scénettes ont été jouées pour démontrer les efforts de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie Est. Cette rencontre avec la jeunesse avait pour thème « Jeunesse congolaise, dorénavant actrice de la refondation de la RDC sous le prisme du bien-être collectif ». AAP, du haut représentant du chef de l'État Tony Kakushiku, a organisé sa première retraite politique de la jeunesse avec comme thème réarmer la jeunesse pour un leadership
responsables et engagés. Le président de cette plateforme électorale et politique AAP, l'honorable Laurent Batoumona, a exhorté ce jeune au patriotisme et à s'approprier de la vision et des démarches holistiques du chef de l'État pour le retour d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivi. Les jeunes doivent être préparés à la gestion de la chose publique et devraient prendre une part active dans la vie politique de la nation. Cette première retraite politique de la coordination nationale de la PEP AAP répond à cette logique. Ces regroupements entendent réarmer le moral des jeunes pour un leadership responsable et engagé. À l'ouverture de ces assises, qui a réuni des jeunes issus de plusieurs partis politiques et mouvements associatifs, membres de la PEP AAP, Laurent Batoumona, président de cette plateforme politique, a exhorté les jeunes à s'approprier le message diplomatique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, face aux enjeux liés à la sécurité de la partie orientale du pays. Il les a sensibilisés également au patriotisme. Jeunesse de la jeunesse non engagée, et de la jeunesse responsable, et de la jeunesse non consciente. Nous vous exhortons d'être une jeunesse exemplaire, de faire preuve de patriotisme et de dénoncer toute forme de criminalité. Nous sommes à casse pour l'insécurité si à la ville de Bissau. Si tu es allé à Kourouna, la Congo a représentant le chef de l'État, Tounichi Koukan, l'État ouverte la première retraite de la jeunesse. Les coordonnateurs en charge de la jeunesse, Richard Moladja, a dressé un état des lieux des structures de jeunes du regroupement. Des appels à l'engagement des jeunes ont été lancés en vue de la redynamisation de la plateforme électorale et politique alliance des acteurs attachés au peuple. Des résolutions et recommandations de cette retraite seront soumises au staff dirigeant du regroupement politique AAP. De 2 au 4 de l'UDPS, en l'occurrence Augustin Kabouya et Bizibou, a créé un climat d'apaisement au sein de ces partis politiques suite à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce geste a été salué par un haut cadre de cette formation politique, David Moubenga. Tout royaume divisé contre lui-même et dévasté, il ne peut pas subsister. Cela peut être transposé, ou pouvait, pour mieux faire, pouvait être transposé aussi au cas de l'UDPS. Si nous avions continué à maintenir les deux partis divisés, donc nous allions être dévastés, nous n'allions pas subsister. Voilà pourquoi tous les esprits sensés du parti ont travaillé à la réconciliation et le président de la République, un peu pour paraphraser certaines personnes, dirait qu'il est venu mettre fin à la récréation qui n'était pas digne de notre parti parce que même le sigle de notre parti c'est UDPS, U comme union. Or nous étions dans la désunion, donc nous n'étions plus dans la pensée des pères fondateurs, ceux qui ont créé l'UDPS, sur le sang de martyrs, ont travaillé pour que le peuple congolais, au-delà de notre parti politique, que le peuple congolais puisse être uni, pour que le peuple congolais puisse être soudé. Et c'est de cette manière-là que nous serons forts. L'union fait la force. Donc l'UDPS étant redevenue forte, c'est pour un Congo fort et uni, pourquoi pas prospère. Journée, une édition qui a été coordonnée par Fifi Mukundi, à la réalisation Yolande Voka, Pascal Chisso, Francel Congolo. Je reviens à 19h. Merci d'avoir suivi cette édition de la mi-journée. Restez avec nous. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.